Oxaimasu, qu'est-ce que vous connaissiez sur les règles des logements au Japon? Qu'il faut enlever ces choses? Non, je parle de règles concernant l'immobilier japonais. Peut-être que vous savez que dans les campagnes japonaises, il y a des maisons à 0 ou 1 euro du moment qu'on vit dedans, soi-disant, ou encore que paradoxalement, dans les grandes villes, eh bien, il y a des logements insalubres et extrêmement étriqués. Ok, ça, vous connaissez. Mais est-ce que vous savez que le gouvernement japonais met des règles en place concernant les logements hantés? Que les entreprises de déménagement au Japon sont les plus efficaces du monde? Que des partis politiques émergent parce que les Japonais en ont marre de se faire racketter sur le pas de leur porte? Ou encore que sur 2 ans de loyer, tu ne payes pas 24 mois, mais 30 mois de loyer. Tout ça, c'est juste un avant-goût. Bienvenue sur les règles concernant les logements au Japon. Une offre immobilière au Japon, ça ressemble à ça. On est sur le site Sumo au Japon, et même si je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, ça va être excellent pour vraiment vous expliquer point par point tous les détails d'une maison ou d'un logement au Japon. Déjà, on commence avec le titre de la propriété, et pour être honnête, on s'en fout un peu. Ici, ils ont écrit en premier qu'il y a eu une révision des prix. En dessous, dans les carrés verts, là, on commence à avoir les premières différences. C'est le premier carré vert qui nous intéresse, et à l'intérieur, c'est écrit « Maison individuelle nouvellement construite ». En gros, c'est pour dire que la maison est neuve. Et très fréquemment au Japon, quand on parle d'achat, c'est une maison neuve que tu vas acheter, et pas d'occasion. Mais alors, pourquoi? Eh bien, par exemple, en France, les maisons, elles sont construites pour durer plus de 100 ans, donc c'est plus d'une génération qui va vivre dedans. Sauf qu'au Japon, à cause de l'humidité ou encore des tremblements de terre, eh bien, la majorité des maisons sont en bois. Et donc, par conséquent, la majorité des maisons, donc je parle pas des maisons en béton, mais bien des maisons en bois, elles sont là pour durer que 40 ans ou 60 ans. Donc, acheter au Japon une maison dans ce style qui a déjà 20 ou 30 ans la figure, eh bien, très souvent, c'est un mauvais investissement. C'est pour ça qu'au Japon, très souvent pour de l'achat, on prend du neuf. On passe aux informations suivantes, le prix, la localisation et la durée à pied jusqu'à la gare la plus proche. Le dernier point, c'est un critère en France, mais au Japon, il est plus accentué. Sur le site Sumo, encore une fois, eh bien, il y a une option pour vraiment chercher des logements tout le long d'une ligne de train, et pas seulement à un endroit précis. Ici, c'est écrit 13 minutes à pied de la gare Kanamachi sur la ligne JR Joban. Et croyez-moi, lorsqu'on tombe en dessous des 5 minutes à pied, le prix, il va bien changer. Par exemple, cette maison, à peu près dans le même coin, même superficie, il y a 11 millions de yens d'écart. Ça fait 65 000 € en plus, ce qui correspond à une augmentation du prix initial de 23%, tout ça pour 8 minutes à pied. Bref, on passe maintenant au plus intéressant, c'est-à-dire les photos. Et pour être honnête, les maisons au Japon, à part si tu prends quelque chose dans le luxe fait avec du béton ou encore une maison neuve dans le style traditionnel japonais qui coûte super cher, eh bien la majorité des maisons, celles de monsieur et madame tout le monde, eh bien elles se ressemblent un peu toutes. Typiquement celles que j'ai ou encore les maisons de l'hôtel de Thèbes ici Japon Village, ça se ressemble comme deux gouttes d'eau. Entre le début et la fin des travaux, ça prend en moyenne entre 3 et 6 mois. Ça m'avait vraiment beaucoup marqué lorsque j'avais emménagé dans ma maison au Japon, c'est que tout est déjà tout prêt. Tu passes un coup de téléphone pour l'eau, le gaz et l'électricité, tu achètes les luminaires que tu peux clipser au plafond, tu te fais livrer frigo et lave-linge, et hop, c'est terminé. Elle est totalement fonctionnelle. Et parmi les photos, il y a ce que je considère comme étant le plus important, c'est-à-dire le plan. Facile à comprendre avec les différents étages. D'ailleurs, attention, au rez-de-chaussée au Japon, c'est l'étage 1, donc le Ikkai. Mais il y a quelque chose d'étrange qui devrait vous sauter aux yeux. C'est quoi cette unité J? Est-ce que ce sont des mètres carrés? Eh bien, pas du tout. Ce sont des jo. Oui, il va falloir que je vous décrive un petit peu parce que Jo, ça va pas être très simple. C'est l'unité historique pour mesurer les superficies au sol au Japon et je pense que la pièce dans laquelle je suis devrait vous aider à savoir ce que c'est. Bien vu, ce sont les tatamis. Effectivement, le kanji Jo, eh bien c'est le même kanji que pour dire tatami. Les tatamis qui ont d'ailleurs une mesure intéressante, c'est que la longueur fait toujours le double de la largeur. C'est pour ça que quand tu prends 2 tatamis et que tu les mets côte à côte, eh bien ça te fait un carré parfait. Et cette surface de 2 tatamis, c'est aussi une unité de mesure au Japon qui s'appelle le tsubo. Mais pour pas vous embrouiller, on va quand même rester sur le jo tout simple. Alors, la première chambre au rez-de-chaussée de ce plan fait 6,6 jo. Donc c'est la surface de 6,6 tatamis. Sauf que, là je suis en présence bien sûr de tatamis, et je vous propose de les mesurer. Donc là, on est sur la largeur, 90 cm tout pile, ce qui fait que là, forcément en longueur, on est à 1m80, 1m80 x 90 cm, ce qui nous donne 1,62 m². Jusque là, ok. Mais pourquoi sur ce site c'est écrit 1,82 m²? Effectivement, mesdames et messieurs, je pense que vous l'avez compris, c'est que au Japon, la taille des tatamis change en fonction de la région et des périodes aussi. Il y a le Kyoma qui fait 1,82 m², le Tsukyoma qui fait 1,66 m², le Edoma qui fait 1,55 m² et le Danshima qui fait 1,44 m². C'est un giga bordel, entre le plus grand et le plus petit, il y a 26% d'écart. Comment tu veux te fier à ça? Imagine, tu regardes la surface en Jo, tu fais la conversion avec la mauvaise superficie d'un tatami, et bah tu te retrouves au lieu d'un 100 m² avec un 80 m². Ah, je pense que tu vas faire la gueule. Et malheureusement, je pense que ce genre de situation a dû exister avec des agents immobiliers peu scrupuleux. Et heureusement, le gouvernement japonais en 1966 a unifié tout ça. Lorsqu'on exprime la taille d'une pièce ou d'une autre zone
zone d'une maison en termes de nombre de tatamis, la taille d'un tatami doit être d'au moins 1,62 mètres carrés. Donc aujourd'hui dans l'immobilier japonais, 1 jo égale 1,62 mètres carrés. Ce qui fait que la pièce du rez-de-chaussée qui fait 6,6 jo fait en réalité 10,7 mètres carrés. L'héritage en France, c'est souvent de l'argent en plus. Au Japon, c'est pas forcément la même histoire. Souvent, les parents laissent des maisons aux héritiers. Ça, c'est normal. Mais qui dit maison de campagne dit surtout deux choses. La première, c'est taxe foncière. Ça donne pas envie. Et la deuxième, c'est que comme ces maisons sont souvent désolées, eh bien, elles ne partent pas du tout sur le marché. Et c'est comme ça qu'on se retrouve au Japon avec des héritiers qui refusent leur héritage, ce qui est totalement possible. Il faut juste s'y prendre dans les 3 mois, sinon, trop tard, l'héritage est à toi. Avec les dettes. C'est pour ça que certains japonais se renseignent parfois pour savoir qui sont leurs vrais ascendants, afin de ne pas se retrouver avec de mauvaises surprises. Typiquement, moi j'ai découvert que du côté de mon père, on s'appelle tous Louis. Mais genre vraiment tous. Il suffit de voir l'acte de naissance de Louis-Eugène Chiron, mon arrière-arrière-grand-père, né le 31 mai 1867. Moi j'ai pas récupéré une vieille maison, mais par contre, un vieux prénom français, ouais, là, je vous jure, la lignée elle remonte, mais tellement loin. On a des Louis, des Louises, des Jean-Louis, et ça remonte jusqu'en 1683 avec Louise Augereau. Ces informations, je les ai pas trouvées tout seul, c'est grâce à MyHeritage et ses 33 milliards de registres historiques et ses 90 millions d'utilisateurs. Oui, avant on était à 22 milliards de registres historiques, donc ça prouve à quel point ça évolue continuellement. Et votre arbre généalogique aussi va évoluer avec le temps. Je peux même retrouver des anciens documents officiels comme celui que je t'ai montré tout à l'heure. Et c'est comme ça que j'ai découvert la ville de Vendrenne, où apparemment on a des générations et des générations de Louis en Vendrenne. Vous pouvez aussi bien sûr réparer, coloriser et animer des anciennes photos. Oui, c'est assez bluffant, est-ce que vous voyez là, ce sont des arrière-arrière-arrière-grands-parents à moi. Et ils font ça grâce avec l'outil qu'ils appellent Deep Nostalgia. Avec le lien dans la description ou en scannant le QR code juste ici, vous avez 14 jours gratuits à MyHeritage. Ça vous donne accès à tout un tas de fonctionnalités incroyables pour savoir qui sont vos ancêtres et qui sait, peut-être que vous allez découvrir des choses sur vous. Règle numéro 2. Au Japon, il y a des logements qui sont étrangement, mais alors étrangement pas chers. 20 à 30% moins cher que le logement juste à côté. Si en vérifiant la propriété, vous ne voyez aucun vice caché, alors vous êtes probablement en face d'un jikobuken. Littéralement, ça veut dire propriété à incident, donc ça veut dire que c'est une propriété où il y a eu des morts. La superstition japonaise veut que ce genre de logement soit de plus mauvais augure et c'est donc pour ça qu'ils partent moins bien sur le marché. C'est un excellent sujet pour en faire des vidéos YouTube ou encore des films d'horreur. Le trailer commence par une agente immobilière qui donne 3 biens en disant mort par maladie et meurtre. Alors là, je vous avoue que c'est particulièrement cynique, mais la superstition concernant ces logements est prise extrêmement au sérieux. Même administrativement, le gouvernement japonais ne rigole pas du tout avec ça. Il y a des lois bien strictes qui encadrent les jikobuken. Première chose, le propriétaire ou l'agence est dans l'obligation de vous prévenir que c'est un jikobuken. Si le propriétaire dissimule intentionnellement les faits, il peut être tenu de payer des dommages et intérêts. Et par conséquent, il y a des règles bien précises pour considérer un logement si oui ou non c'est un jikobuken. Si la cause du décès est naturelle ou un accident de la vie courante, comme par exemple une chute dans les escaliers, alors ce n'est pas un jikobuken. En revanche, si c'est un homicide ou un incendie, ou alors qu'on n'arrive pas à déterminer la raison de la mort de la personne, alors ça devient un jikobuken. Toutefois, maintenant, question importante, pendant combien de temps un logement est considéré comme étant un jikobuken? Effectivement, est-ce que c'est encore pertinent de dire qu'il y a 50 ans, une personne est morte dans cet appartement? Je ne pense pas. C'est pour ça que l'État japonais a défini une période de 3 ans à compter de l'incident où le propriétaire doit obligatoirement prévenir le futur locataire. Mais s'il y a eu un locataire, ne serait-ce qu'un locataire après que le logement soit considéré comme jikobuken, eh bien, on dit qu'il est purifié par l'usage et donc ce n'est plus un logement maudit. Ce qui fait que le propriétaire n'a plus l'obligation de divulguer ce qui s'est passé dans l'appartement. Toutefois, si on lui demande, il est dans l'obligation de dire la vérité. Donc, si jamais ce genre de choses vous importe, préférez toujours poser des questions au propriétaire. Et si vous avez vraiment un doute sur un logement, il existe des sites qui répertorient ces logements maudits. Et d'ailleurs, en me baladant sur la carte, j'ai découvert qu'il y en avait énormément. Alors j'ai fait un tour vers là où j'habite et oui, j'ai découvert que je vis dans un jikobuken, un logement maudit. Là où j'étais avant, il y avait des appartements. Et dans l'un d'eux, une personne est décédée en janvier 2019. Sauf qu'il a fallu 2-3 mois avant qu'on se rende compte que la personne était morte chez elle. C'est pas si rare au Japon, c'est ce qu'on appelle les kodokushi, les morts solitaires. Ça nécessite un nettoyage particulier géré par des entreprises spécialisées là-dedans, parce que forcément, au bout de 2 mois, le corps, il a pourri et...
Vous avez compris, il a pourri quoi. Et à partir du moment où un nettoyage spécial est nécessaire, ça aussi, ça rentre dans la catégorie Jikobuken. Mais comme tout a été rasé et que tout a été reconstruit et que ma maison est neuve, j'ai pas eu d'avantage particulier au niveau du prix. Toutefois, je constate que l'agent immobilier m'a quand même prévenu alors que théoriquement, il n'avait pas à me prévenir. Vu que ça s'est passé en janvier 2019 et que j'ai acquis la maison en mars 2022, eh bien ça faisait tout juste plus de 3 ans. En revanche, avec le site, non seulement vous pouvez voir l'emplacement d'un Jikobuken, mais aussi vous pouvez voir de temps en temps qu'il y a des commentaires. Et forcément, sur mon logement, il y en avait. La personne morte, eh bien, elle est restée non identifiée. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un homme d'une 60aine d'années, mesurant 1m66, mince, pull noir, sweat à capuche bleue, pantalon noir, et on l'a retrouvé dans l'appartement 207. Mais visiblement, ce n'était pas le propriétaire de l'appartement, parce que sinon on aurait rapidement su qui il était. Alors, est-ce que c'était un squatter qui vivait là depuis longtemps, ce qui est assez rare quand même au Japon, ou alors quelqu'un qui a déposé un corps dans l'appartement? J'en sais pas plus que vous. Règle numéro 3. 9 mètres carrés de surface et une hauteur sous plafond d'au moins 2,20 mètres pour une résidence principale. Ça, c'est la loi française. Au Japon, 7,29 mètres carrés, 6,96 mètres carrés. Attendez, vous pensez que ça c'est le pire? Non, en défilant sur Sumo, je suis tombé sur ça. Distributeur automatique au rez-de-chaussée, appartement au 3e étage, point d'eau généreux, mobilier de bureau déjà fourni avec table, chaise, tableau, cintre. Oui, c'est un placard. 2,6 mètres carrés pour un loyer de 27 500 yens quand même, ce qui fait 163 €. Après, j'avoue, t'es à moins de 3 minutes de pas mal de gares. Alors, je sais ce que les gens qui vivent au Japon vont me dire. C'est le genre d'endroit qui est utilisé pour justifier le domicile quand tu ouvres ta société au Japon. Parce que oui, au Japon, tu dois avoir une adresse pour ton entreprise, et quand t'es pas à l'aise de mettre ton domicile ou que le propriétaire te l'interdit, eh bien, tu te retrouves à louer ce genre d'endroit. Mais ne soyons pas naïfs, s'il y a des Japonais qui vivent dans des manga cafés, alors il y a certainement des Japonais qui vivent dans des placards de 2,6 mètres carrés. Règle numéro 4. C'est connu, au pays du soleil levant, il y a des tremblements de terre assez fréquemment, ce qui fait que toutes les habitations se doivent d'être c'est pas le cas en fait. Oui, au Japon, les logements ne sont pas forcément antisismiques. Quoi? Comment c'est possible? C'était tellement évident pour moi que tout le soit que... Déjà, attendez, pourquoi? 12 juin 1978, à 17h14, le séisme de Miyagi de magnitude 7,4 secoue le Japon. 28 morts et 1327 blessés. C'est une zone où malheureusement tous les 40 ans on recense des tremblements de terre. Mais au-delà de la catastrophe, ce qui va marquer les Japonais, ce sont les 1183 maisons complètement détruites et les 5574 autres partiellement détruites. C'est presque surprenant qu'il y ait eu aussi peu de morts par rapport au nombre d'habitations qui ont été détruites. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut laisser la situation actuelle telle quelle. C'est pour ça que le gouvernement japonais en 1981 décide de faire une révision générale des lois sur les normes antisismiques. Ainsi, on a deux catégories qui naissent, les bâtiments qui ont été créés avant 1981 et les bâtiments créés après 1981. On parle alors respectivement de Kyūtaishin, ancienne résistance, et de Shintaishin, nouvelle résistance. À partir de 1981, le gouvernement japonais exige que les bâtiments doivent être capables de résister aux dommages majeurs d'un tremblement de terre de magnitude 6 ou 7 sur l'échelle sismique japonaise. Et je peux vous dire que par rapport à avant, la différence, elle est énorme. Regardez, là on est sur une simulation d'un séisme de magnitude 7.2, et vous dites que là ça tient. Et pourtant, là ce sont les normes avant 1981. Et vous allez voir qu'à l'intérieur, c'est pas la même chose. Comme vous pouvez le constater, c'est la panique absolue. Et là, ce que vous voyez, c'est avec les nouvelles normes. Personnellement, je trouve ça impressionnant la différence. La technologie utilisée, eh bien, c'est celle de faire glisser la maison sur des plaques de téflon. Ça réduit considérablement la transmission des secousses sismiques. Et si cette expérience ne vous suffit pas, eh bien les chiffres parlent d'eux-mêmes. 17 janvier 1995, c'est le séisme de Kobe de magnitude 7.2. Si vous vous rappelez bien, c'est le séisme où les aides gouvernementales ont été tellement à la ramasse que ce sont les Yakuza qui ont le mieux organisé le sauvetage de la population locale. Ils ont mis en place des logements, des approvisionnements en nourriture et en matériel de première nécessité. Et on raconte même que l'hélicoptère du clan Yamaguchi a élitreillé des personnes qui étaient bloquées sur des toits. Bref, c'est une opération où les Yakuza ont pu redorer leur blason à un moment où ils en avaient vraiment besoin. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de bâtiments qui se sont effondrés.
Est-ce qu'il y a eu des progrès ou non par rapport au précédent gros séisme? Eh bien, sur les 120 000 bâtiments détruits ou partiellement endommagés, il y en a 116 400 qui ont été construits avant 1981. Ce qui veut dire que parmi toutes les habitations qui ont été détruites, seulement 3% ont été construites avec le Shintaishin, c'est-à-dire après 1981. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais l'efficacité, elle est juste exceptionnelle. Comme quoi les obligations du gouvernement japonais, c'est pas toujours pour rien. Et dans le même style que la loi de 1981, il y a au Japon depuis très récemment, le 1er avril 2025, une nouvelle loi concernant les maisons nouvellement construites au Japon. Règle numéro 5. Panneaux solaires obligatoires. C'est une nouvelle réglementation à Tokyo et à Kawasaki dans la préfecture de Kanagawa depuis le 1er avril 2025. L'installation de panneaux solaires sur les nouvelles maisons unifamiliales est obligatoire pour toutes les maisons nouvellement construites. Alors, par abus de langage, je parle de panneaux solaires, mais en vérité, il s'agit de panneaux photovoltaïques. C'est ceux qui produisent de l'énergie électrique à partir des rayons du soleil. Et c'est vrai que ces derniers temps au Japon, des panneaux photovoltaïques, j'en vois de plus en plus. Que ça soit en ville, en campagne ou tout au long des chemins de fer. Si jamais en arrivant au Japon, vous arrivez par l'aéroport de Narita, eh bien vous verrez que dans le train, pour aller jusqu'à Tokyo, eh bien tout le long, il y a des panneaux solaires. Alors par curiosité, forcément, j'ai voulu comparer à la France. Et là, je peux vous dire que j'ai été vraiment surpris. En France, on est à 20,3 gigawatts en 2023 contre 97,2 au Japon. Et c'est comme ça que j'ai découvert que le Japon est le 3e pays avec le plus d'énergie solaire au monde, derrière la Chine et les États-Unis. Alors au-delà de ces écolo, pas écolo, je pense que la motivation première du Japon par rapport à ces panneaux photovoltaïques, eh bien c'est de prévenir des désastres comme celui de Fukushima. Effectivement, si la production électrique est assurée par les panneaux photovoltaïques, il y a moins besoin de créer des centrales nucléaires. Et il y a encore du boulot parce que la production d'électricité à partir d'énergie renouvelable au Japon, elle correspond qu'à 25% de la production totale. On est à tout pile 10% pour l'énergie solaire. Et le reste, c'est des énergies combustibles, genre le gaz, etc. Mais je pense que derrière la nouvelle loi, il y a encore un autre truc qui se cache, eh bien c'est en cas de tremblement de terre. Si une grande part des foyers japonais deviennent un minimum indépendant énergétiquement, en cas de grande catastrophe, tout le monde peut avoir accès à l'électricité, même si les lignes électriques sont détruites. Et ça, pour le coup, c'est un énorme plus. Si chacun a son propre réseau, eh bien la situation post-catastrophe sera beaucoup plus facile à vivre. Règle numéro 6. Déposer 3 à 6 mois de loyer, ça vous dit quelque chose? Non. Pour ceux qui répondent oui, je pense qu'ils voient très bien de quoi je parle. Et pour ceux qui répondent non, eh bien je pense que vous n'avez jamais eu à louer un appartement au Japon. Effectivement, lorsqu'on ne connaît pas, c'est peut-être la plus mauvaise surprise que vous pouvez avoir. Shikishin, ça c'est le dépôt de garantie. Jusque-là, rien de nouveau, ça correspond à 1 ou 2 mois de loyer. Mais le Reikin, c'est tout bonnement des frais offerts aux propriétaires en cadeau, en guise de remerciement. Et ça, c'est 1 à 3 mois de loyer. Donc au total, c'est entre 3 et 6 mois de loyer qu'il faut lâcher pour l'emménagement. C'est monstrueux, mais vous allez voir qu'un peu plus tard, il y a encore des frais cachés. Mais pour le moment, on peut se demander pourquoi le Reikin, d'où ça vient historiquement? Eh bien, selon le site Kotoba tenu par Guillaume Walter, il y aurait 2 origines possibles. La première, ce sont les conséquences du grand tremblement de terre de Tokyo en 1923. Les logements étaient pour beaucoup détruits, donc la demande était forte. Alors l'offre s'est adaptée pour tirer le plus de sous possible dès le début du bail. La seconde, c'est l'exode rural des années 60. Les familles envoyaient leurs fils étudier à Tokyo et payaient une certaine somme au propriétaire pour qu'il veille sur lui. Quoi qu'il en soit, tout ça, ce n'est plus du tout d'actualité et donc c'est de plus en plus fréquent de trouver des logements qui sont sans Reikin ni Shikikin, ou alors avec des montants considérablement réduits. Et donc ça devient moins galère de déménager. Règle numéro 7, déménagement. On vit au Moyen-Âge. Je sais que vous aimez pas quand je dis ça, mais c'est trop vrai là en fait. Les déménagements au Japon, les entreprises en charge de ça, c'est une folie. Déjà avant le jour du déménagement, généralement 2 semaines avant, il y a quelqu'un de l'entreprise qui va venir chez toi pour analyser un petit peu tout ce que tu as répertorié, numéroté, etc. Vraiment, il va tout planifier. Les meubles, le contenu, les figurines, la vaisselle, les livres, absolument tout. Ensuite, ils peuvent te prêter des cartons pour que tu emballes tout toi-même, mais je vous conseille honnêtement d'avoir la flemme et de prendre l'option toute option. À partir de là, je vais me baser sur la vidéo de Paolo from Tokyo et vous allez voir, c'est exceptionnel. Pour commencer, ce sont d'autres personnes qui vont venir faire les cartons pour toi. Petite attention particulière, ils vont mettre des chaussettes neuves pour ne pas abîmer le sol de chez toi. Puis elle commence à faire les cartons. Et je dis les cartons depuis tout à l'heure, mais il s'agit d'emballages réutilisables ultra adaptés. Matez-moi ces compartiments pour les assiettes, pour les verres, pour les chaussures ou encore les portants. C'est une folie, vous avez un objet, il y a un rangement adapté pour ça dans leur carton. Donc ça, c'était la veille du déménagement. Le jour J, vous allez voir que là aussi, il y a des différences. Avant de commencer, tous les employés vont placarder des protections proprement partout sur le chemin. Les murs, le sol, l'ascenseur, les rebords, les plinthes, le chemin depuis l'appartement jusqu'au camion, tout doit être sécurisé.
Une fois que c'est fait, comme on est au Japon, eh bien l'entreprise s'occupe de donner des petits cadeaux aux voisins pour s'excuser, voilà, au préalable, par avance, du dérangement occasionné. Ensuite, est-ce qu'ils vont prendre les meubles comme ça pour les mettre directement dans le camion? Non! Ils vont les nettoyer pour faire en sorte que la poussière reste dans l'ancien appartement et tu n'apportes pas de poussière dans le nouvel appartement. Sans compter bien sûr qu'ils emballent chaque meuble dans des protections individuelles. Vous pensez que c'est beaucoup? Vous n'êtes pas prêt pour l'étape suivante. Ils s'occupent de démembrer eux-mêmes les meubles qui sont trop gros et qui ne passent pas. Une fois que tout est terminé, on met tout dans le camion et on déplace ça bien sûr au nouvel appartement. Et une fois arrivé rebelote, on recommence tout le système. Petite différence que j'ai notée, ils rajoutent une petite protection au sol pour ne pas mettre les cartons directement sur ton nouveau sol. Bon, ils ont terminé, tout est rangé, tout est nickel, mais là tu te retrouves avec plein de cartons chez toi, faut se motiver, faut les ouvrir. Non! Toujours pas! Vous restez dans le canapé. Les dames qui sont venues tout emballer chez toi, elles vont revenir pour tout déballer chez toi. Les vêtements, les chaussures, les ustensiles de cuisine. Oui, ils vont vraiment tout vider et tout remettre à sa place. Pas n'importe où comme ça, à sa place. Et là où vous dites ils remettent tout nickel machin, non, encore mieux, ils vont mieux ranger que quand ils ont récupéré les affaires. Et ils te proposent même d'ailleurs de t'apprendre comment mieux organiser tes affaires, tes vêtements, tes slips, tes portants, tout. Je sais pas si vous vous rendez compte là, mais cette dame, elle replace les épices aux mêmes endroits dans la nouvelle cuisine. Et si je me fie encore une fois à la vidéo de Paolo from Tokyo, eh bien il y a un code couleur sur les scotch des cartons pour savoir qu'est-ce qui est à déballer en premier. Par exemple, on a la couleur rouge qui veut dire attention fragile. Jusque là, classique. Ensuite, on a la couleur jaune, ça veut dire prioritaire à déballer. Je sais pas ce que c'est, mais c'est prioritaire en tout cas. Et pour tout le reste, les cartons standards, on utilise le scotch blanc. Ce qui veut dire que vos affaires seront mieux rangées quand vous serez dans votre nouvel appartement que avant de partir de votre ancien appartement. C'est un fantasme, c'est vraiment... Non mais quand je vous dis qu'on était au Moyen-Âge en France, je le pense, hein. Surtout qu'encore une fois, ça au Japon, c'est la norme. Mais bien sûr, tout ça, ça a un prix. Il faut savoir que le prix du déménagement au Japon, il varie beaucoup en fonction du mois, du jour de la semaine, de l'heure choisie. Typiquement, si vous voulez déménager en mars, eh bien, il y a des surplus parce que tout le monde veut déménager en mars juste avant la rentrée en avril. Mais pour un appartement de 2 personnes et un déplacement dans la même ville, on est environ à 100 000 yens. 600 €. 600 € pour tout ce service. J'ai envie de déménager presque. J'ai pas besoin de déménager, j'ai presque envie de le faire. N'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires parce que personnellement, je trouve l'offre japonaise mais imbattable. Bon, et je vous parlais de frais cachés dans la location des logements au Japon. Voici le dernier morceau. Règle numéro 8. Ça fait 2 ans que vous êtes installé chez vous, franchement ça se passe très bien, et tous les 2 ans au Japon, eh bien il y a le renouvellement du bail. Éventuellement le loyer peut monter un petit peu si le quartier est devenu plus attractif. La mauvaise surprise, c'est que tous les 2 ans, lors du renouvellement du bail, eh bien vous allez devoir payer au propriétaire 1 mois de loyer. Comme ça. Ça s'appelle le Koshinryo. C'est Sean qui me l'a appris et j'ai été vraiment tellement choqué lorsque j'ai appris ça. Mais en fait, c'est là où tu te rends compte qu'il y a des frais supplémentaires tout le temps au Japon. Donc en fait, si tu comptes depuis le début, si tu prends les frais initiaux au max du max et que tu comptes sur 2 ans avec le renouvellement de bail, eh bien au lieu de payer 24 mois de loyer sur 2 ans, tu vas payer non pas 25, non pas 26, non pas 27, non pas 28, non pas 29, mais 30 mois de loyer. Ce qui correspond quand même à une augmentation de 25%. Donc je vous considère vivement, si jamais vous ne connaissez pas trop l'immobilier au Japon et que vous n'avez pas lu qu'il y avait du shikiking, du deiking et des renouvellements de bail, eh bien de considérer dès le début votre loyer avec plus 25%. Règle numéro 9. Comme je vous l'ai déjà dit, et contre toute attente, eh bien en tant qu'étranger, vous pouvez acquérir une propriété au Japon. Il n'y a aucune règle qui va vous bloquer. Cependant, il faut savoir 2 choses. La première, c'est que ça va ne vous donner aucun visa particulier. Vous serez toujours un touriste, mais qui a une maison au Japon. Et la deuxième chose, c'est que si vous n'avez pas un visa assez costaud, eh bien aucune banque ne voudra vous prêter d'argent. Toutefois, en ce qui concerne la location, c'est pas la même chose. Règle numéro 10. Pour la location, tu constitues ton dossier avec bien sûr tes salaires, ton garant, etc. Mais la chose la plus importante que tu dois retenir pour la location d'un logement en tant qu'étranger au Japon, c'est que les propriétaires ont le droit d'être racistes. Et puis pas qu'un peu, mais certes, depuis le 2 octobre 2007, c'est interdit par la loi. Sauf que, concrètement, bon... Les propriétaires japonais ont toujours librement le droit de refuser un locataire étranger, juste parce qu'il est étranger. C'est même arrivé à Joshua Thompson, un Britannique qui est né et qui a grandi au Japon, et il rejoue sa propre expérience avec un tel réalisme. Je vous jure qu'il recrée parfaitement la manière de parler d'un salariman en galère et c'est criant de vérité. Et des vidéos et des témoignages qui dénoncent ce phénomène, il y en a pléthore sur internet.
J'ai la résidence permanente et je travaille pour une grande entreprise japonaise, mais ma demande a été rejetée simplement parce que je suis étranger. Il y avait pas mal d'établissements qui acceptaient les animaux de compagnie, mais pas les étrangers. Sommes-nous moins que des animaux ? Ouais, j'avoue, c'est hardcore. Mais malheureusement, ces comportements, eh bien, ils prennent racine quelque part. 52,7% des propriétaires ont déclaré avoir rencontré des problèmes pendant la présence d'étrangers dans leur logement. Avec les raisons les plus fréquentes, les nuisances sonores occasionnées chez les voisins et le non-respect des règles de sortie des poubelles. J'avoue, je plaide coupable. Et concernant le bruit et le savoir-vivre, c'est vrai qu'il peut, dans certains cas, pas toujours, mais il peut y avoir plein de petites règles dans les appartements japonais. En voici une petite liste. Interdit de prendre un bain après 22 h. Ça pour le coup, je l'avais chez mes grands-parents. Interdit de jouer d'un instrument. Pas de plantes sur le balcon sans autorisation. Interdit de fumer sur ton balcon. Et enfin, interdit de cuisiner des plats trop odorants. D'ailleurs, la communauté indienne au Japon est beaucoup stigmatisée à cause de ça, à cause de leur fameux curry, qui, moi je trouve ça sent bon, mais apparemment ça sent très fort. Néanmoins, ne pensez pas une seule seconde que les Japonais, eux, ne font pas d'erreur. Même chez moi, comme j'ai on va dire, l'endroit poubelle qui est commun avec 3 autres maisons, eh bien je constate qu'il y a des erreurs parfois. Et il y a des voisins à moi qui sont totalement japonais, qui se mangent l'étiquette de la honte. Quand les éboueurs y passent, ils voient que le sac plastique ne contient pas les bonnes choses à jeter ce jour-là, et donc ils mettent une étiquette avec le bon jour de la semaine où il faut récolter ses poubelles. Mais comme d'habitude, si un étranger fait une erreur, c'est parce qu'il est étranger. Si un japonais fait cette même erreur, eh bien c'est parce qu'il a fait une erreur. Quoi qu'il en soit, ce motif de refus est devenu tellement courant que le site Sumo fait des articles en mettant en avant la réussite des propriétaires qui accueillent les étrangers. Et encore plus fort, il y a des agences immobilières japonaises qui ont pris le contre-pied en présentant uniquement des logements destinés aux étrangers. Il y a Best Estate ou alors des sites qui font des sections avec des logements où c'est ok pour les étrangers. Mais personnellement, ce qui me choque le plus, c'est pas la discrimination envers les étrangers, ça je pense que malheureusement ça existe dans tous les pays du monde. Il y a des clichés en tête et c'est dur de les briser, soit. Ce qui me choque en fait plus, c'est la commodité et l'aisance avec laquelle les propriétaires japonais peuvent vraiment dire « Ah, vous êtes étranger, ça va pas être possible ». En fait c'est ça qui est vraiment choquant. J'ai presque envie de dire soyez plus fin, mentez, dites que voilà la deuxième prise de sang par rapport au taux de cholestérol n'est pas compatible avec votre logement. Je sais pas, mais inventez quelque chose. Règle numéro 11. Waouh, c'est trop beau ça. Hontoni kirei. Quoi? J'ai visité récemment des Akiya avec ma compagne, elle cherche à en acquérir une, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un bon écart entre les photos et la réalité. Pour ceux qui ne savent pas, une Akiya, ça veut littéralement dire maison vacante. Il y en a de plus en plus au Japon, que ça soit dans les villes, mais surtout en campagne. C'est à cause de la baisse de natalité et de l'exode rural. Souvent, les grands-parents meurent, laissent une maison en héritage, sauf que les enfants sont déjà en ville, donc ils cherchent à la vendre, et ça, même à bas prix. Sauf que les bas prix, on parlait avant de bas prix 0, 1 euro, etc. Non, ça c'est terminé. Maintenant, c'est pas si bas prix que ça en vérité. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de prix, mais si on devait faire une moyenne, je dirais qu'on est environ à 20 000 euros. Et c'est là où je dois vous parler en fait de quelque chose que j'ai remarqué sur les réseaux sociaux, c'est la mode des Akiya. Peut-être que vous êtes déjà tombé sur des comptes Instagram qui partagent ce genre d'offres immobilières. Si les prix, ils sont en dollars, c'est pas pour rien. Ça veut clairement vendre un Japan Dream aux étrangers. Parce qu'après tout, comme je vous l'ai déjà dit, eh bien les étrangers, même sans visa, peuvent acheter une maison au Japon. Et ça, laissez-moi vous dire que c'est la théorie. J'ai moi-même voulu faire des démarches pour Alexandra et je me suis rendu compte au téléphone qu'ils n'étaient pas du tout préparés à l'éventualité qu'un étranger veuille acheter une Akiya. Déjà en fait ça fonctionne en termes de banque d'Akiya avec plein d'Akiya qui sont vraiment recensés dans la même banque. Mais ils ont commencé à me demander un nombre de documents, Juminkyo, My Number, permis de conduire japonais, tout un tas de documents que si tu n'habites pas littéralement au Japon, c'est quasiment impossible de te les procurer. Vous savez, j'ai le droit au téléphone au Ah, chotto, so desu ne, muzukashi. Vous pensez que je caricature, mais je suis vraiment à 2 doigts de la réalité. Alors bien sûr, il y a des agences en fait vraiment spécialisées pour les étrangers qui peuvent s'occuper de ce genre de démarche pour toi. Mais encore une fois, tu vas raquer. D'ailleurs, sachez que le prix qui est affiché ici, voilà, sur le compte Instagram, vraiment, vous pouvez très facilement faire un x2 sur n'importe quel prix qui est affiché. Entre la commission de l'agence, de la banque d'Akiya, des frais initiaux, et puis j'en passe, bien sûr. Et ça, c'est sans compter, bien sûr, les travaux. Sachant qu'en plus, même si tu décides de tout raser, de voilà, tout repartir à zéro, de prendre juste le terrain, démolir une maison au Japon, ça coûte entre 2 et 3 millions de yens, on va dire de manière basique, ce qui fait entre 10 et 15 000 euros.
C'est pour toutes ces raisons en fait que je trouve que ces comptes Instagram, voilà, même s'ils ne mentent pas, c'est vraiment le prix de la maison, en fait ça te cache tous les frais que tu vas avoir juste derrière. Donc mon conseil perso, c'est que à part si vous avez un plan, un projet extrêmement bien défini ou que vous êtes tombé sur la perle rare, de manière générale, c'est beaucoup plus rentable d'acheter une maison d'occasion au Japon dans le même coin. Ce sera pas beaucoup plus cher et par contre la maison, elle sera en très bon état. Et si jamais le sujet des Akiha vous intéresse, je vous invite à aller suivre la chaîne d'Alexandra, voilà, qui a tout un arc Akiha en ce moment avec les visites, les démarches, l'administratif, etc. Règle numéro 12. Au Japon, les rues n'ont pas de nom. Mais alors comment on fait? Eh bien, on a 3 chiffres pour désigner un emplacement, suivi du nom du quartier, du nom de la ville, puis le nom de la préfecture. Ce qui donne par exemple Nichome, Ichino, Nizueni. Donc là, on a les 3 nombres. Ensuite, on a Takasago, le nom du quartier, puis ensuite Katsushikaku, puis Tokyo. Voilà, c'est tout. Je sais que c'est un point qui vous intriguait pas mal. Et pour les plus curieux, bah, vérifiez c'est quoi l'adresse. Règle numéro 13. Ça y est, enfin, vous avez les clés de la maison, vous avez tout payé, tout est réglé, et là, que se passe-t-il? Une facture dans la boîte aux lettres. Déjà? Pourtant, vous n'avez même pas eu le temps d'activer l'eau, le gaz ou l'électricité. Heureusement, c'est une petite facture, 80 € à peine. Vous regardez l'intitulé, et là vous découvrez loyer du sol. Bon, j'avoue que si vous découvrez ça après l'achat de la maison, c'est bizarre. Mais au Japon, il existe le concept de shakutiken. Alors, j'en ai déjà parlé il y a très longtemps sur la chaîne parce que j'ai failli acheter une maison avec ce système-là, mais laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. En gros, c'est votre maison, mais pas votre terrain. Des concepts similaires existent dans plusieurs pays comme la Chine ou l'Angleterre. Est-ce que c'est le système où vous êtes propriétaire pendant 60-80 ans, mais qu'au bout d'un moment, la propriété va revenir à l'État? Pas exactement. Vous êtes propriétaire de l'exploitation du sol, mais pas du sol en lui-même. Donc vous payez un petit loyer tous les mois et c'est renouvelable généralement au bout de 30 ans. Et à chaque renouvellement de bail, vous avez le droit de reconstruire une maison. Dit comme ça, je suis d'accord, on dirait qu'il n'y a que des désavantages. Mais rassurez-vous, il y a quand même des avantages. Notamment 2. Le premier, c'est le prix. C'est nettement moins cher d'acheter en shakutiken, vraiment on peut descendre à 20 ou 30% du prix. Ce qui fait que finalement, ça compense largement le petit loyer que tu vas donner chaque mois. Et en plus, tu vas avoir moins de taxes foncières. Forcément, vous avez une maison et pas une maison et un terrain. Mais alors pourquoi ce système au Japon existe ? Historiquement, ce sont les mêmes familles qui possédaient plein de terrains au Japon. Mais en 2015, le gouvernement, pour lutter contre les terrains laissés à l'abandon, a décidé d'élever les taxes foncières si le terrain était inutilisé. C'est pas aussi simple que ça, mais je préfère vous résumer ça comme ça plutôt que de rentrer dans les détails fastidieux. Par conséquent, les propriétaires ont dû mettre en vente leurs terrains et donc c'est ce système de shakutiken qui a permis d'assouvir leurs besoins. Ils vendent l'exploitation du sol, mais ils gardent un peu la terre pour eux. Et rien qu'à Tokyo, c'est 7,85% des propriétés qui sont avec ce modèle de shakutiken. Règle numéro 14. Ça, c'est exactement ce que j'ai envie de faire à chaque fois que j'entends le mot NHK sur le pas de ma porte. Bon, je vous avoue, la vérité, elle est beaucoup moins glorieuse. Tu ne réponds pas, tu fais le mort et tu fais genre que tu n'es pas chez toi. Mais alors, pourquoi tout ce manège? En gros, NHK, c'est le groupe audiovisuel public japonais avec une des plus grosses chaînes télé, si ce n'est la plus grosse. Mais alors, pourquoi ils ont des démarcheurs qui sont honnêtement très coriaces, voire à la limite du harcèlement? Le truc, c'est que la NHK, elle a le droit de récolter la redevance télé. La loi japonaise oblige chaque foyer à payer la redevance NHK, et ça même s'ils n'ont pas de téléviseur. Mais le truc, c'est que le gouvernement ne fait absolument rien pour aider la NHK, et donc du coup, elle doit elle-même engager des messieurs qui font du porte-à-porte pour récolter cet argent. Et si ils sont, comme je vous l'ai dit, assez coriace, eh bien c'est parce qu'on est quand même sur un marché de 690 milliards de yens, soit 4,1 milliards d'euros. C'est énorme. Mais si vous pensez que je suis le seul à trouver ça embêtant parce que je suis un gaijin, eh bien pas du tout. Ils sont tellement brise-blancs qu'il y a un foyer japonais sur 4 qui arrive chaque année à éviter de payer cette redevance télé. Et surtout, il y a carrément un parti politique qui s'est monté juste pour contrer ces trucs de NHK qui viennent taper à ta porte. Littéralement parti pour protéger les citoyens de NHK. Et vous savez quoi? Ce parti politique qui est quand même un petit peu une blague, parce qu'ils n'ont pas de programme ou quoi que ce soit, eh bien, tellement ce problème est un truc national qu'ils ont réussi à faire élire au moins un de leurs membres. Takashi Tachibana, le chef du parti, a lui-même été élu député à la Chambre des représentants lors des élections de 2019. Et ironie du sort, ce député à la base, il est lui-même un ancien employé de la NHK. Ah, ça c'est de la haute trahison et ça prouve à quel point les Japonais eux-mêmes en ont marre de ce système.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Écoutez, j'espère que vous aurez beaucoup appris de nouvelles choses dans celle-ci. Et merci beaucoup à MyHeritage d'avoir sponsorisé la vidéo. Vous avez le lien dans la description pour 14 jours d'essai gratuit. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.